être fonctionnaire, c'est un privilège. Voilà, c'est lorsque la nation, c'est-à-dire de façon symbolique à travers l'État, vous appelle parmi tant d'autres à venir servir votre nation pour que, bien sûr, les autres qui n'ont pas eu cette chance de venir là puissent profiter des fruits que vous arrivez à faire émerger à travers toute votre carrière. Je pense que cette appellation serviteur de l'État, et c'est là où le concept doit être bien compris par les gens, doit amener les fonctionnaires, et là je les appelle tous, à être beaucoup plus fiers de ce qu'ils ont comme mission, parce que ce n'est pas n'importe qui peut servir le peuple. Un étudiant qui roule sur une moto de plus d'1 million n'a pas besoin de 175 000 francs de l'État. Ayons pitié les uns des autres. Quelqu'un déjà en classe, il tient un téléphone portable de plus de 500 000. Si l'État donne 175 000 à ce dernier, l'État ne lui rend pas service et l'État ne rend pas service non plus au peuple. Tandis qu'il y a certains qui n'ont ni père ni mère, qui ont bataillé pour avoir le baccalauréat. Ces gens ont plus besoin de ces 175 000. Et pour moi, je pense que ces gens doivent avoir 300, 400 même. Ok, bonjour M. Zemane. Bonjour M. Drago. Et bienvenue donc dans le locaux de lefaso.net. Merci. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. Et vous êtes juriste de formation, formateur, consultant indépendant, gestionnaire de politique publique de projet d'État. Tout à fait. On vous connaît également en tant qu'expert donc, en sciences administratives. Nous sommes donc dans le vif d'une actualité, le remaniement donc, ministériel. Ainsi, nous sommes dans le gouvernement Jean-Emmanuel II. Et tout de suite, ce qui a frappé l'opinion publique, c'est non seulement le changement, donc l'arrivée de nouvelles personnalités, mais également la réduction du nombre de départements ministériels et le changement donc d'appellation. Exactement. Pour commencer, comment est-ce que vous avez d'abord accueilli ce remaniement? Est-ce que vous qui êtes spécialiste donc, des sciences administratives, ce remaniement était attendu, prévisible? Bon, merci déjà pour l'invitation, de l'occasion surtout que vous me donnez de me prononcer sur cette actualité, si vous voulez, gouvernementale et politique de notre pays. Dire que je m'attendais à ce remaniement ou à ce réaménagement, non, parce que rien ne l'a laissé présager. On était plutôt plus activés, c'est-à-dire, si vous voulez, sur l'insécurité et sur surtout quelques complots contre l'État qui venaient d'être déjoués. Donc, ça a un peu surpris, en tout cas ma propre personne et je suppose aussi l'opinion nationale. Mais le fait que ce remaniement ait lieu ne rentre pas, si vous voulez, ne contredit pas le cours normal des choses lorsqu'on parle de gouvernement à tout moment. Il peut y avoir, pour des besoins stratégiques, un besoin de réaménagement. Et souvent, c'est le chef de l'État ou le Premier ministre, le chef du gouvernement, qui ont la clé justement de ce qu'ils recherchent. Et je pense qu'en l'occurrence, si on fait rapidement une observation de ce qui s'est passé, on va voir qu'il y a quand même des changements notoires, notamment sur 2 ministères. Notamment le sport, par exemple, il y a une nouvelle ministre qui vient d'arriver. Et au niveau des enseignements secondaires, où aussi on a eu un nouveau ministre. Donc, ce sont des ministères qui, quoi qu'on dise, si on veut affiner l'analyse, on peut dire connaissaient quelques difficultés. Voilà, pour l'enseignement secondaire, parce qu'il y avait beaucoup de plaintes, notamment des acteurs qui y sont. Et pour le sport, on va dire l'actualité de la CAN aussi vient nous rappeler que peut-être qu'il y a des choses à revoir à ce niveau. Donc, c'est peut-être ces 2 aspects-là qui peuvent justifier qu'il y ait eu un remaniement. Mais, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a eu aussi un besoin de donner une nouvelle couleur, si vous voulez, notamment au niveau des appellations de nos ministères. Je pense qu'il y a eu 3 ou 4 nouvelles appellations qui sont rentrées, notamment le fameux ministère, bien sûr, on va dire quoi, des serviteurs du peuple. On a le ministère aussi de la guerre maintenant et de la défense patriotique et le ministère de la construction voilà, nationale, etc., de la patrie. Tout ça, ce sont des éléments nouveaux qui laissent entrevoir effectivement une continuité dans la vision justement de ce pouvoir en place qui tient à ce qu'il y ait une inversion des paradigmes avec notamment, c'est-à-dire une certaine rupture voilà, avec ce qui se faisait par le passé et les habitudes que les gens avaient. Donc c'est ce que je peux dire de prime abord et espérer bien sûr que ces réformes ou du moins ces changements
puisse apporter quelque chose, notamment au niveau dynamisme, de positif à notre action gouvernementale. Effectivement, avant de scruter donc les appellations, et on va donc constater qu'il y a aussi des départements majeurs, si on peut le dire, qui ont en griffe disparu. Est-ce que cela est compréhensible dans le contexte actuel? Vous pensez à quel département? L'environnement, et l'eau, et l'assainissement. Et puis, on a aussi la construction et les infrastructures. Les infrastructures. Non, sur ce point, ne vous inquiétez pas. Peut-être que la disparition se situe seulement au niveau organique. Okay. C'est au niveau organique parce que quand nous, en sciences administratives, on aime dire qu'une institution, elle a une double définition. Il y a sa définition organique qui est ce que vous percevez à travers l'organisation, le ministère, les hommes qui y sont. Et il y a l'aspect matériel qui sont les missions que ce ministère exécute. Donc, croyez-moi, l'environnement n'a pas disparu du gouvernement. C'est juste peut-être le ministère dit de l'environnement en termes organiques que vous ne voyez pas, mais les missions, vous les verrez certainement quand vous allez découvrir les lettres de mission des ministres. Les missions, notamment de la protection de l'environnement, de tout ce qui rentre en matière de politique environnementale seront maintenues. Ça n'est autant pour les infrastructures, parce que comprenez la construction de la patrie, c'est clair qu'il y aura un aspect infrastructurel, et c'est d'ailleurs peut-être le plus grand aspect qui va être abordé. Voilà, l'eau, l'assainissement, ce sont des éléments aujourd'hui qui de plus en plus, même en réalité, sont des secteurs transversaux. Donc, beaucoup de pays n'ont plus besoin de ces appellations pour faire vraiment de l'assainissement ou bien pour faire de la promotion de l'environnement, etc. Non, dans certains pays, vous allez voir qu'on parle plus d'écologie, d'économie durable. Ce sont des concepts en réalité, mais c'est le contenu ici qu'il faut voir et je pense que ce contenu va se retrouver dans les lettres de mission des ministres concernés. Et on a un constat aussi, en ce qui concerne donc l'administration burkinabé. Oui. Ce remaniement n'a pas dérogé donc à la règle, c'est-à-dire l'instabilité au niveau donc des départements ministériels. Oui. Il y a des départements qui apparaissent, disparaissent, réapparaissent, et des rajouts, des soustractions. Oui. Si on prend le cas par exemple des affaires étrangères, des années depuis que, en tout cas, nous sommes contemporains donc des institutions, ça change, même sous un même pouvoir, et vous avez ces changements-là. Oui. En tant que spécialiste, comment on peut expliquer cela? Est-ce que c'est quelque chose qui est avantageux ou comment est-ce que cela peut s'interpréter? Non, clairement, ce n'est pas quelque chose d'avantageux, clairement, hein, ce n'est pas facile. Il faut effectivement de la stabilité institutionnelle parce que cela va induire, comme vous l'avez si bien énoncé, un certain nombre de bouleversements, ne serait-ce qu'en termes de mobilisation ou de remobilisation des ressources humaines. Il y aura des besoins d'affectation ou de réaffectation de certains agents dans d'autres ministères en raison du fait que le portefeuille a été détaché et amené ailleurs ou que le portefeuille tout simplement a disparu, comme ce fut le cas, je me rappelle, à l'époque du ministère du Plan qui avait disparu et on était venu avec le ministère de l'économie et des finances. Mais il se trouve que c'est un mal qui est récurrent dans nos administrations, c'est pas seulement au Burkina, mais en Afrique d'une manière générale, parce que le besoin parfois de réajuster certaines institutions pour faire face à certaines difficultés, oblige l'autorité à sacrifier, entre guillemets, si vous voulez, un certain pan des institutions. Et malheureusement, ça touche aujourd'hui à pas mal de ministères, mais la chance que nous avons, c'est que nous avons une fonction publique de carrière qui fait que l'agent public s'attend à être employé, à être utilisé à n'importe quel ministère, quel que soit justement, c'est-à-dire le besoin que le gouvernement ou que l'administration aurait désigné pour lui. Donc ça, c'est un avantage. Si c'était par exemple un système contractuel, là, on aurait eu beaucoup plus de difficultés. Donc, croyez-moi, la difficulté existe, mais je crois que c'est dans une moindre mesure. C'est dans une moindre mesure, dans la mesure où les ministères concernés ici ne sont pas les ministères avec les plus gros effectifs. Donc, je pense que ça devrait aller. Ça aurait été le ministère de l'Éducation qu'on a refusionné. Là, vous alliez complètement avoir raison parce que là, ça allait être un gros choc. Parce que rappelez-vous, dès le gouvernement Emmanuel Ouédraogo I, le ministère de l'Éducation nationale a été scindé. On a créé les enseignements secondaires à part. Et ça, vous avez vu que ça a
créé beaucoup de remous, au point où, pour le moment, je ne suis pas sûr que toutes les directions provinciales, régionales aient été mises en place et surtout sont opérationnelles quoi, à 100%. Donc, ce sont ces ministères-là qui souffrent souvent de ces scissions et de ces fusions. Mais quand c'est des entités comme les affaires étrangères, qui en temps normal même pourrait ne pas être tout un ministère, hein, ça pourrait être rattaché directement à la présidence. Pour moi, ça ne va pas poser beaucoup de soucis. Dans cette retouche au niveau du gouvernement, en tout cas, on a, comme vous l'avez souligné, certaines appellations donc, qui changent, oui, qui prennent donc une connotation originale, si on peut le dire ainsi. Exactement. Et maintenant, quand vous prenez le ministère donc, de la fonction publique et du travail, désormais, nous avons le ministère des serviteurs donc, du peuple. C'est ça. C'est l'un des aspects les plus commentés donc, de ce remaniement. Et tout de suite, vous avez, dès le 13, là, en tout cas, essayé donc, de clarifier cette notion-là. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre parution en la matière? Parce que oui, ça a suscité également beaucoup de commentaires. Tout à fait. Ça a répondu également à des attentes si on s'en tient aux réactions. Absolument. Effectivement, bon, je suis très heureux que vous le formuliez ici. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, hein, la question de la fonction publique. C'est pour ça, dès le 13, je fais sortir un poste pour essayer de clarifier d'un point de vue technique et surtout d'un point de vue scientifique la chose. Mais croyez-moi, ce n'est pas quelque chose d'original. Je dis ça parce que la notion de serviteur du pays est quelque chose que c'est une notion que moi j'utilise dans mes cours depuis pratiquement 2018, 2019, 2020 dans mes cours. C'est la compréhension réelle de ce qu'est un fonctionnaire, tout simplement. Un fonctionnaire doit comprendre qu'il est là pour servir le peuple. Et le peuple, généralement, on l'écrit avec grand P dans ce genre de cas-là, pour symboliser en fait la diversité, c'est-à-dire, si vous voulez, la singularité du peuple ici. Il ne s'agit pas de dire que vous, monsieur Ouedraogo, vous êtes mon boss en tant que Ouedraogo et moi, Zémané, en tant que fonctionnaire, je vous sers. Mais non, ça veut dire que dans l'activité quotidienne de tout fonctionnaire, ce qui doit guider, si vous voulez, l'ensemble de ses actions, c'est la recherche de l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de son peuple. Et ça, comme j'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'original en soi, parce que c'est la compréhension qu'on devrait avoir de la notion de fonctionnaire. Sauf que, et là je l'ai dit notamment dans ma sortie, on a eu malheureusement pendant longtemps des leaders, notamment syndicaux, qui, dans l'amalgame, peut-être, sans le vouloir, peut-être, hein, ont amené les gens à avoir une autre compréhension du fonctionnaire. Or, je le dis le plus souvent à qui veut l'entendre, être fonctionnaire, c'est un privilège. Alors, c'est lorsque la nation, c'est-à-dire de façon symbolique, à travers l'État, vous appelle, parmi tant d'autres, à venir servir votre nation pour que, bien sûr, les autres qui n'ont pas eu cette chance de venir là puissent profiter des fruits que vous arrivez à faire émerger à travers toute votre carrière. C'est d'ailleurs pour cette raison que le recrutement pour être fonctionnaire se fait principalement par le concours direct. Et le concours direct, le plus souvent, ce n'est pas forcément les plus intelligents ni les plus chanceux qui passent. Souvent, c'est une question de choix. Voilà, si vous faites le bon choix, vous pouvez facilement passer. Mais moi, je dis, si quelqu'un s'engage à passer un concours direct, il faut qu'il s'attende justement à être considéré comme serviteur du peuple, parce qu'une fois de plus, il est l'opposé, mais vraiment l'opposé de ce qu'on va appeler travailleur. Comme vous, monsieur Ouedraogo, vous êtes un travailleur, vous êtes clairement rémunéré ici au temps de travail, aux efforts que vous fournissez, parce que chez nous, les fonctionnaires, ce n'est pas comme ça forcément. C'est vrai qu'il y a la notion de temps, mais un fonctionnaire n'est pas forcément, c'est-à-dire sa rémunération, ce qu'on appelle le traitement, n'est pas en fonction du temps de travail qu'il effectue. Sinon, je pense que certains fonctionnaires seraient des millionnaires et d'autres n'auraient rien à la fin du mois, parce qu'un fonctionnaire peut bien faire 3-4 mois sans activité, voilà, mais il recevra toujours à la fin de chaque mois on va dire son traitement. Alors que si vous faites une semaine d'absence ici ou une semaine sans activité, le patron pourrait vouloir vous payer, mais à un moment donné, il n'en aura pas pour vous payer, quoi. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui l'attestent. Donc je reviens à dire que l'appellation de serviteur de l'État, c'est une appellation en réalité qui ne fait que traduire la définition juridique réelle du mot fonctionnaire. Voilà. Parce que servir son peuple, c'est s'engager, et le professeur Badoe aime à le dire, à consacrer toute sa vie, c'est-à-dire à une carrière. Et en retour, bien sûr, le peuple vous octroie
un nombre innombrable, en fait, disons un grand nombre de droits qui, je pense que quand on va commencer à les énumérer ici, vous verrez que c'est vraiment un privilège. Wow, effectivement, avec ce que vous venez d'expliquer, faut-il comprendre que désormais, la notion fonctionnaire doit tomber pour faire place donc à serviteur de l'État? Pas du tout, pas du tout. Je crois que l'appellation du ministère est symbolique. Hein. C'est symbolique et ça vise, comme je l'ai dit dans mon poste, ça vise en fait, l'objectif ici, c'est de rappeler aux gens qui nous sommes en réalité. Ça ne remet pas en cause la notion de fonctionnaire, fondamentalement, puisque je vous dis que c'est ça qui est la bonne compréhension. Voilà, rien que la dernière fois, je paraphrasais, je disais à quelqu'un, je dis, il faut comprendre l'idée. C'est comme en 84, quand le président Thomas Sankara décide d'appeler la haute volta le Burkina Faso, ça n'a pas changé les Burkinabés. Ça n'a pas changé les voltaïques. C'est juste le nom qui a changé. Mais pourquoi il a décidé de prendre le nom Burkina Faso? Parce qu'il a trouvé que c'est ce qui reflétait le mieux les citoyens qui constituaient la haute volta. Donc, l'intégrité est quelque chose lié au voltaïque. Donc, pourquoi ne pas amener cette intégrité-là au stade, justement, d'une appellation nationale? Et c'est ce qui a conduit, justement, à cette fierté que nous avions tous à nous reconnaître comme les hommes intègres. C'est-à-dire le pays des hommes intègres, c'est ce que le Burkina Faso veut dire. Donc, aujourd'hui, je pense que cette appellation serviteur de l'État, et c'est là où le concept doit être bien compris par les gens, doit amener les fonctionnaires, et là je les appelle tous, à être beaucoup plus fiers de ce qu'ils ont comme mission, parce que ce n'est pas n'importe qui peut servir le peuple. Voilà, parce que je prends souvent l'image de l'aspect, en fait, si vous voulez, spirituel ou même religieux de la chose. Quand on dit que vous êtes un serviteur, nous les catholiques, on nous dit par exemple que Marie a été la servante de Dieu. Donc, en parenthèse, le féminin de serviteur, on va préférer servante au lieu de serveuse, comme je vois souvent, mais ça je suppose que c'est pour faire rire, c'est servante. Quand on appelle Marie la servante de Dieu, elle dit qu'elle est prête à être la servante de Dieu. C'est-à-dire c'est un sacerdoce, c'est un don de soi. Elle décide de le faire non pas parce qu'elle veut gagner quelque chose en retour, mais parce qu'elle trouve que c'est une belle aubaine, c'est un privilège, c'est un honneur. Voilà. C'est un honneur d'être la servante de Dieu. Aujourd'hui, je pense que l'objectif du gouvernement, je crois vraiment que c'est ça, si je ne me trompe, c'est d'amener les fonctionnaires à être beaucoup plus fiers d'être au service du peuple. Et non plus être ce type de fonctionnaire, et ça, vraiment, j'ai une sainte horreur de ce type de fonctionnaire, qui, une fois le concours dans la poche, une fois admis au concours, la première chose qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que je vais gagner à la fin du mois, quels sont les avantages liés à ma fonction, comment je fais pour m'enrichir au jour le jour. Le fonctionnaire n'est pas là, comme je l'ai dit, pour des raisons lucratives. Si c'est pour des raisons lucratives, mieux vaut aller dans le privé. Voilà, parce que quand vous venez dans la fonction publique, quelqu'un qui passe un concours, il sait d'office combien il sera rémunéré à la fin du mois. Un point très, puisque c'est indiciaire. Voilà, si vous me donnez un fonctionnaire aujourd'hui, vous me donnez son rang, vous me donnez sa classe, sa catégorie, je peux vous donner, calculer tout de suite à peu près ce qu'il gagne à la fin du mois sans qu'il n'ait à me montrer son bulletin. Bien sûr, il y a des à côté, des avantages qui varient d'une personne à une autre, ça c'est une autre histoire. Mais ici, l'idée d'être appelé serviteur du peuple, pour moi, c'est pour créer un choc un peu, on va dire quoi, c'est pour inverser le paradigme. Voilà, il y a un choc qui est recherché. Et ça va permettre, en tout cas à beaucoup de fonctionnaires, de mieux comprendre. Les plus heureux d'ailleurs, ce sont tous ceux que moi j'ai eu à tenir à l'ENAM, qui me sont revenus rapidement pour dire « Ah, franchement, finalement, vous aviez raison, c'est ce que vous nous dites depuis des années en classe et c'est ce qui est là aujourd'hui. » Et c'est exactement comme ça, excusez-moi de faire la parenthèse, que certains pays, notamment dans l'Occident, quand vous y arrivez, ou même l'Asie, vous regardez le comportement de leurs fonctionnaires, vous comprenez aisément qu'ils ont un comportement de serviteur. Ce qui fait que quand souvent nous parlons de nous, ils sont un peu choqués. Vous imaginez, nous sommes pratiquement les seuls pays où tu envoies un fonctionnaire pour se faire former et il demande à être payé parce que tu veux le former. Ailleurs, c'est la personne qui paye pour être formée. Mais ici, tu dis, il y a on va dire, une séance de formation ou bien un atelier de formation. Quand il vient, il s'attend à émarger. Je sais que plusieurs fois, avec certains partenaires, notamment du PNUD, on s'est vu à côté, ils ont dit, mais c'est assez bizarre. Et quand on veut parler, on dit non, que ce sont les textes du pays qui veulent ça. Donc, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous avez vu le débat tout de suite avec la formation des enseignants. Les gens comparent avec la formation des agents de santé. Chaque année, l'État vous recycle. On vous donne plus de connaissances, plus de compétences. La logique voudrait que ça ne soit pas payé par l'État encore.
Au contraire, vous devriez être fiers d'être parmi ceux qui vont bénéficier de cette formation, puisque ça vous renforce vos capacités et vous pouvez vous en servir, notamment pour servir le peuple. Mais bon, nous sommes ce pays, effectivement, où le syndicalisme, par exemple, est plus dominant dans le public que dans le privé. Mais est-ce que cela, le cas que vous venez d'évoquer, n'est pas lié aussi au traitement réservé à ces agents par l'État? Lesquels traitements? N'est-ce pas peut-être une façon aussi de combler une insuffisance quelque part? Parce que, quoi qu'on dise, hein, une certaine opinion pense qu'au Burkina, on sait des perdièmes mais non donc des salaires. Ah ben c'est ce que vous pensez. Bon, vous parlez de salaire, ce n'est pas des salaires, c'est des traitements. Des traitements. Ça. Voilà. Non, moi je vous dis non, ça c'est une fausse idée. Vous êtes dans le privé. Vous êtes bien placé pour apprécier ce qui se passe dans le privé. Moi, mon épouse, par exemple, est dans le privé. Je sais ce qu'elle gagne à la fin du mois comme salaire. Ça n'a rien à comparer avec quelqu'un de catégorie B dans la fonction publique. C'est une vraie fausse idée qui est véhiculée. Dans ce cas, pourquoi les gens se bousculent chaque année? Pour 1200, 3000 postes, vous voyez des millions de personnes qui se bousculent. Croyez-moi, regardez autour de vous, dans vos voisinages, vous voyez des fonctionnaires. Regardez leur train de vie. C'est une vraie fausse idée qu'on véhicule. Et je dis une fois de plus, et même si ça l'était, parce qu'une chose est sûre, les traitements ne sont pas fixés juste pour faire plaisir à une partie ou une autre partie. D'ailleurs, il n'y a pas deux parties dans la fonction publique, il n'y a qu'une seule partie. Parce que j'aime le dire, même le ministre sera serviteur du peuple, même le président sera serviteur du peuple. C'est ça l'idée. Voilà. Ce n'est pas comme dans le privé où vous avez d'une part le patron et de l'autre part l'employé. Ici, il n'y a pas de patron. Le patron, c'est le peuple. C'est l'argent du contribuable qui rémunère les fonctionnaires. Ça ne sort pas de la poche de quelqu'un. Donc, du coup, il y a un certain malaise quand j'écoute souvent certains syndicalistes qui, malheureusement, souvent je les qualifie de victimes de leur éducation syndicale parce que quand vous suivez la formation syndicale et vous ne faites pas la part des choses entre le syndicalisme dans le privé et le syndicalisme dans le public, vous risquez de confondre, de créer des confusions au point où cela va remettre en cause même les acquis que vous gagnez. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'un syndicat peut encore hausser le ton? Parce qu'en réalité, notre syndicat public, ça a toujours été un syndicat qui a profité de la faiblesse de l'État. Quand l'autorité est faible, le syndicat est fort. Aujourd'hui, la preuve en est qu'on a un régime qui est fort, le syndicat est obligé de se taire. Ils vont dire que c'est pour faire l'effort de guerre ou bien je ne sais quoi. Mais sous Roch, on était en pleine guerre. Mais cela est la preuve une fois de plus que la lutte n'était pas légitime. Parce que quand une lutte est légitime, rien ne l'arrête. Le syndicalisme public, à mon sens, doit toujours voguer à la recherche de l'intérêt général. Et c'est quoi l'intérêt général? C'est avoir des services publics adéquats, adaptés, pour mieux servir le peuple. Et c'est dans cette amélioration du service public que le fonctionnaire lui-même va tirer un certain confort à être un fonctionnaire. Ce n'est pas en arrachant à coup de lutte syndicale des primes par là, des fonds par-ci, des indemnités, des statuts, tout ce que vous voulez. Ça ne forme pas une fonction publique. À la limite, vous allez avoir des fonctionnaires qui ont un train de vie souvent exubérant, c'est-à-dire souvent qui frisent avec le ridicule. Parce que vous avez souvent des fonctionnaires qui, excusez-moi du peu, mais quand vous regardez leur train de vie et puis vous prenez son bulletin, vous allez dire que ce n'est pas la même chose. Il y a un problème. Ce sont des réalités que nous vivons. Hein. Donc moi, je suis fonctionnaire, je suis fier de mon statut. Le jour où je n'en serai plus, ben, écoutez, je vais quitter la fonction publique, aller dans le privé si je pense que c'est là-bas que je peux trouver mieux. Sinon, quand vous rentrez dans la fonction publique, il faut être dans la logique de l'adhésion. C'est un contrat d'adhésion. Vous avez fait une demande pour y accéder. Vous ne venez pas changer la règle du jeu pendant le jeu. Maintenant, il y a des moments où, quand tout va bien, l'autorité politique, le gouvernement, bien sûr, va induire ce qu'on appelle des augmentations, des changements au niveau des traitements. Les indices évoluent en fonction du niveau de vie aujourd'hui. C'est tout. Donc aujourd'hui, vous avez des indemnités. Tout fonctionnaire au Burkina a une indemnité de logement. Voilà, une indemnité de logement. De la catégorie la plus petite à la plus grande catégorie. Ils ont des indemnités de technicité, des indemnités de suggestion, en fait, si vous voulez, d'astreinte. Ainsi de suite. Je ne dis pas que c'est rose, mais je dis que c'est quelque chose déjà. Et c'est quelque chose pour lequel beaucoup se battent pour venir prendre. Mais quand on demande même aux fonctionnaires de quitter, ils refusent. Imaginez un instant qu'on décide de faire des contrats à durée déterminée maintenant, ou en tout cas des contrats
pour les fonctionnaires, c'est-à-dire à un certain temps, si l'État n'a plus besoin de vous, vous partez. Vous allez voir que le comportement va mieux changer. Et c'était ça d'ailleurs l'idée première quand on modifiait la loi en 1998 avec la loi 013. On avait instauré voilà, les agents contractuels. C'était justement pour qu'à long terme, on puisse avoir la possibilité, quand l'État n'a plus besoin d'une certaine catégorie d'agents, qu'on puisse s'excuser et puis bon, leur demander de partir. C'était une bonne initiative? C'est une très belle initiative. Tout de suite, vous avez parlé de fusion, de disparition. Il peut arriver, puisque le service public, il évolue. Il va arriver à un moment donné où l'État n'a plus besoin de certains secteurs d'activité. Parce que c'est des secteurs d'activité qui, progressivement, seront transférés au privé. Voilà, ça c'est très important. Au point où, à un moment donné, l'État n'aura plus besoin de tous les agents. C'est pourquoi, d'ailleurs, il faut s'attendre à ce que le nombre de recrutements, le nombre d'agents publics va en diminuant, pas de façon numérique, mais proportionnellement aux besoins, on va être obligé à un moment donné de diminuer. Ça, c'est une constante dans tous les pays du monde. Ce n'est pas seulement au Burkina que ça va être un problème. C'est une constante. Mais bon, comme vous le savez, nous sommes encore, pour partie en tout cas, dans une situation où la fonction publique est plus sociale, voilà, parce qu'on recrute parfois sans forcément en avoir besoin. Il y a beaucoup qui sortent des écoles qui peuvent taper 6, 7 mois sans affectation. Ça, ce sont des réalités qui datent depuis et qui vont toujours perdurer tant qu'on va toujours recruter pour contenter, c'est-à-dire la masse de jeunes qui cherchent de l'emploi. Vous voyez, non. Moi, ça m'étonne justement que la fonction publique s'érige en créateur d'emplois, parce que pour moi, l'État, dans cette dynamique, va forcément perdre. Parce qu'on dit qu'il a un volet social. Là. Oui, il y a le volet social, mais en donnant de l'emploi à quelqu'un qui n'est pas utilisé, vous le tuez en réalité sans vous rendre compte. Ou bien vous tuez même l'administration, l'image de l'administration publique. C'est pourquoi beaucoup de fonctionnaires ont le temps d'aller faire ailleurs. J'ai vu que rapidement, il y a eu un décret qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui parle de clause, si vous voulez, prioritaire de servir l'État. Ça a du sens. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de fonctionnaires qui, à peine rentrés dans l'administration publique, désertent pour aller travailler ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas tellement exploités dans l'administration publique. Et comme les textes leur permettent d'aller, ils s'en vont. Donc, au lieu, bon, c'est vrai que la clause, elle est importante. Pour moi, elle devait être d'abord interne à chaque fonctionnaire. Elle est importante. Mais il faut surtout revoir dans le recrutement, affiner le recrutement. C'est-à-dire, ou en tout cas, trouver d'autres moyens pour créer de l'emploi, plutôt de penser que c'est en recrutant dans l'administration publique qu'on règle le problème du chômage. Alors, parce que l'État n'a pas vocation à créer de l'emploi. Le rôle premier d'un État, c'est de favoriser la création de l'emploi par le secteur privé. Voilà, et c'est ça qui, à mon sens, est durable, et va créer quelque chose de pérenne. Et c'est ça que l'État doit travailler à faire. Parce que l'État recruteur, à ma foi, il faut dire que, à moins que ce ne soit les secteurs régaliens, la défense, la justice, les affaires étrangères, les secteurs régaliens, l'État doit progressivement réduire les recrutements. Voilà. Notamment, si vous regardez aujourd'hui, les cliniques, ça commence à naître, les cabinets médicaux privés existent. Il faut mettre l'accent à promouvoir ces éléments parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui se forment dans les écoles professionnelles pour devenir sage-femme, infirmier. On a même des universités privées de médecine et autres. Donc, il faut forcément élargir le champ de recrutement à travers un développement d'un secteur privé très fort qui ne demande que de l'appui pour se développer. Quand vous prenez l'éducation, c'est la même chose. Les écoles publiques ne peuvent pas contenir le besoin de scolarisation. Donc, bien sûr, les écoles privées vont être sollicitées et elles vont se développer encore plus. L'État doit anticiper dans la promotion de ces écoles-là et qui vont automatiquement aussi avoir un besoin de personnel, notamment un personnel enseignant qui va aussi se développer. C'est comme ça que l'emploi va se créer de plus en plus. Et ça va être de l'emploi plus, si vous voulez, durable parce que dans le secteur privé, comme c'est des intérêts économiques, des intérêts lucratifs qui sont à l'achat, il n'a pas intérêt à échouer. Or, au niveau de l'État, facilement, on peut avoir des enseignants qui vont prendre des disponibilités, aller travailler dans des mines, etc., etc. Personne ne peut les empêcher parce que c'est leur droit. Avec cette appellation du ministère des serviteurs du peuple, on comprend, comme vous l'avez expliqué également, qu'il y a une interpellation
quelque part morale vis-à-vis donc du fonctionnaire. Tout à fait. Mais également, est-ce qu'on peut comprendre que l'État aussi a quelque part un rôle à jouer pour que cette appellation aussi puisse avoir son efficacité qu'il faut? Ah oui, absolument. Moi, je dis le premier rôle si vous voulez, je préfère le terme gouvernement que le terme État. Le premier rôle du gouvernement, c'est justement jouer ce rôle de leader. C'est pourquoi j'aime dire, le ministre Traoré lui-même, qui est à la fonction publique, est le premier serviteur de l'État. Sinon même, on peut dire le président du Faso est le premier serviteur de l'État. Ça, c'est la compréhension de la chose. Parce que toute l'administration publique, si vous voulez, tout le pouvoir public, que ce soit le pouvoir exécutif, législatif ou judiciaire, il est là pour servir le peuple. D'ailleurs, la justice au Burkina est rendue au nom du peuple. Quand vous prenez l'Assemblée législative de la transition, le nom c'est Assemblée, c'est-à-dire ils sont les représentants du peuple. Et donc, les fonctionnaires sont les serviteurs du peuple. Donc, l'exécutif est dans le service du peuple. Donc, tous les pouvoirs publics réunis sont concentrés pour le service du peuple. Donc, l'autorité au devant doit jouer ce rôle de leader, ce rôle de modèle dans le serviteur du peuple. C'est-à-dire de serviteur du peuple. Il faut qu'il le fasse de façon, je vais dire quotidienne, de façon permanente. Moi, je vais un peu proposer que, par exemple, les cérémonies, ça soit surtout au nom du peuple burkinabé, on vous décore, par exemple. Au lieu de dire au nom du président du Faso, au nom du peuple du Faso, du peuple du Burkina Faso, vous êtes décoré, par exemple. Voilà. Donc, le président le fait d'ailleurs si bien souvent quand il veut offrir le matériel aux militaires. Il dit au nom du peuple burkinabé, je vous donne ce matériel pour continuer la guerre. C'est-à-dire c'est quelque chose de symbolique. Voilà. Ailleurs, vous voyez, quand vous partez au Japon, vous allez voir toujours, même quand ils font des dons à des pays étrangers, ils vont dire don du peuple japonais. Ils ne vont jamais dire don de la République, don de l'Empire du Japon, ils disent don du peuple japonais. La notion de peuple ici, je dis une fois de plus, c'est sa singularité qui est importante ici. Qui n'est pas dans le peuple? Parce qu'au in fine, tout le monde est dans le peuple. Celui qui dit que lui ne veut pas être serviteur du peuple, mais il est lui-même du peuple. Donc, servir, quand il dit je vais me servir, c'est une incompréhension de la chose. C'est ça l'intérêt général. C'est ça c'est là où justement vous dites l'aspect psychologique est là, l'aspect moral est là. Est-ce que quelqu'un peut décider de mal se servir? Parce que si tu sers mal un usager qui rentre dans ton bureau, c'est comme si tu te servais mal. Voilà. J'ai un cours usager et services publics où je fais souvent des petits scénarios. Vous êtes dans votre bureau, monsieur Ouedraogo, vous êtes fonctionnaire, un vieux rentre dans votre bureau. Vous le traitez comment? Voilà. Vous le traitez comme vous auriez voulu qu'on traite votre papa qui serait dans un bureau, ou bien vous allez le traiter comme n'importe qui. Ça, c'est le peuple. La même chose, une femme rentre dans votre bureau. Vous savez que c'est une femme mariée. Vous voulez courtiser la bonne dame. Imaginez au même instant, votre femme est dans le bureau de quelqu'un et quelqu'un lui fait la même chose. Comment vous vous sentirez? Si on fait à votre fille, à votre fils, tous ces trucs. Souvent, c'est ça en fait, c'est cet esprit. Il faut apprendre à se détacher du pouvoir que nous avons, qui est apparent. C'est-à-dire que ce pouvoir en réalité n'est rien sans le peuple. C'est le peuple qui vous l'octroie. C'est ce que j'aime le dire. J'ai dit, si l'administration a autant de pouvoir, c'est parce qu'il vient du peuple. Sinon, vous n'êtes rien. Sinon, vous n'êtes rien. Parce qu'en temps normal, vous rencontrez la même personne en circulation, ce n'est pas sûr que vous auriez le même comportement. C'est parce que vous êtes assis dans un bureau douillet. C'est parce que vous êtes dans un bureau climatisé. Tout ça, c'est l'argent du peuple, hein, c'est l'argent du contribuable. C'est parce que vous avez un véhicule fond rouge de l'État, du peuple, que vous pouvez vous targuer d'avoir un pouvoir. Ce pouvoir n'a de sens que si vous l'utilisez dans le sens de l'intérêt général. Dès lors que vous l'utilisez dans votre propre intérêt, nous, en science, nous, on dit que vous êtes dans le détournement de pouvoir à des fins égoïstes, à des fins privées. Voilà comment il faut percevoir les choses. Donc ici, l'autorité publique aura un leadership. Et chaque fonctionnaire, j'aime le dire, j'aime finir mes cours comme chaque fonctionnaire doit se considérer comme un leader dans la société. Véhiculer le bon image. Voilà. Normalement, quelqu'un rentre dans votre bureau, se dit comment puis-je vous servir? Il faut qu'on arrête là avec les qu'est-ce que vous voulez?
Qui t'a dit que c'est ici? Ou bien tu viens chercher quoi ici? Ça, quand vous regardez, c'est des fonctionnaires d'une certaine, excusez-moi, d'une certaine race, moi je dis souvent, qui n'ont pas compris qu'ils sont serviteurs du peuple. Voilà. Ou bien il est assis en plein dans son bureau, tu rentres, tu es d'un certain âge, il ne sait même pas se lever pour t'accueillir. Ça n'enlève rien à un fonctionnaire de se lever à accueillir quelqu'un. Au contraire. Surtout que ça se voit dans des grandes puissances que nous avons. Non, vous partez dans le privé même. Le privé où c'est un peu lucratif même là-bas, la façon dont on vous accueille, vous savez que vous êtes important à leurs yeux. Alors qu'eux, ils peuvent se permettre de choisir même qui ils vont traiter ou pas. Alors que l'accès au service public est fondé quand même sur le pied d'égalité, le principe d'égalité. On ne peut refuser l'accès au service public à quiconque. C'est un droit fondamental. Et le fonctionnaire doit incruster ça. L'autorité administrative doit inculquer ça à ses collaborateurs. Donc, l'accueil ici va être un élément très important dans cette nouvelle appellation. Absolument. Ça, non. Et ce n'est pas seulement dans cette nouvelle appellation, disons dans cette nouvelle réforme. En réalité, c'est un ensemble d'études qui a abouti à cela. Hein. Depuis 2011, il y a eu une étude diagnostique de nos services publics qui a montré clairement qu'on avait un problème d'accueil, un problème même de, si vous voulez, de prise en charge de l'usager, d'où la naissance justement du cours dont je vous parle, voilà, où des gens ont toujours considéré l'usager dans une forme de condescendance là. Voilà. Et j'ai dit souvent, pour embêter les gens qui sont dans cette forme de comportement dans nos bureaux, que c'est purement un comportement colonial. C'est un comportement colonial parce que c'est exactement comme ça que le colon se comportait lorsqu'il gérait nos administrations vis-à-vis de nos parents, de nos grands-parents. C'est le colon qui traitait les usagers avec condescendance. Parce que le colon n'était pas là pour nous, nos intérêts. Au point où quand on disait que vous étiez convoqué à la permanence, mais toute votre famille se mobilise pour savoir si vous allez revenir ou pas. Aller dans un service public n'appartenait pas à tout le monde. Le colon avait cette attitude parce que lui, il était là pour dominer. Maintenant, nous avons, entre guillemets, chassé le colon. Et on a des apprentis colons qui s'asseyent maintenant dans nos bureaux, qui veulent se comporter encore comme des colons. Vous rentrez dans un bureau, prenez le soin quand même de demander à la personne « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Puisque vous êtes là pour servir. Exactement. Dites non, qui t'a dit de rentrer? J'aime dire, le qui t'a dit de rentrer, moi je réponds, est-ce que c'est chez toi? Le service public, ce n'est pas votre domicile personnel. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui lui a dit de rentrer. S'il est là, c'est parce qu'il a besoin d'un service. S'il rentre chez vous à la maison comme ça, vous pouvez lui demander. Voilà. Mais il y en a qui ont transformé des bureaux comme si c'était leur domicile propre. Il y en a même qui rentrent, qui s'enferment dedans. Mais ils vont afficher quelque chose derrière que je ne reçois pas à telle heure, à telle heure. Mais qui t'a dit que tu as le droit de faire ça? Et si moi, mon besoin en tant qu'usager, là, c'est à cette heure-là. Imaginez quelqu'un qui quitte Padamfouani, qui descend à Ouagadougou, il part dans un bureau. Il arrive un mercredi, il arrive trouver, dit que le monsieur dit qu'il ne reçoit que les mardis et les lundis. Lui, il a quitté Padamfouani. Il est venu à Ouagadougou, il n'a pas quelqu'un avec qui dormir. Donc, il doit attendre combien de jours pour que vous le receviez? Non, je peux comprendre qu'on ait souvent besoin d'organiser les services publics pour tenir compte de l'affluence et autres. Mais tout cela doit être fait en fonction, si vous voulez, du besoin réel de l'usager. Si vous êtes un service qui accueille beaucoup les usagers, vous ne pouvez pas déterminer les jours d'accueil. Voilà, parce que si le besoin est grand, il faut l'adapter. Voilà. Ou bien, vous faites en sorte que l'information soit bien partagée, que quelqu'un ne se pointe pas là-bas sans avoir cette information. Sinon, ça crée des désagréments. Et tout ça, l'étude a fait ressortir, où des usagers ont clairement décrié ces genres de choses. Tout de suite, on parlait des fusions, des scissions. Ben, il y a aussi le fait que les ministères ne sont pas regroupés dans le même endroit. Ce qu'on appelle le problème de localisation. Aujourd'hui, vous partez dans un ministère, on vous dit que la direction de temps en temps est à Ouaga 2000, l'autre est au centre-ville. Tout ça, ça crée de la distance. Donc, je dis c'est un ensemble de réformes, et je crois que le début, c'est ça. Il faut qu'on s'inscrive dans cette logique-là, et bientôt, la notion de serviteur du peuple, on n'aura même plus besoin de le dire, mais on va la sentir. Parce que le fonctionnaire devra prendre conscience de ce qu'est son rôle en tant que privilégié, je l'ai dit une fois de plus, parce que je sais que c'est délicat pour certains qui vont m'entendre, mais le fonctionnaire a des droits que vous,
et vos collègues ici, vous n'aurez jamais. Je vous assure. Ce ne serait-ce que la formation professionnelle. Tu rentres en catégorie C et tu finis peut-être... Bon, le ministre de l'enseignement secondaire est là pour témoigner. Il vous a donné son cursus. Il a commencé l'enseignement au primaire. Et aujourd'hui, il est professeur titulaire. Et il est ministre. C'est ça ce que la fonction publique t'offre. Une garantie de carrière. Une garantie de progression. Moi, dans le privé, je connais des gens qui ont commencé à un poste et ils ont fini à ce poste jusqu'à la retraite. Voilà. Chaque 2 ans, il y a des avancements. Tout de suite, on a vécu l'actualité des avancements de classe. Vous, dans le privé, moi, je connais le code de 2008, le code du travail. Heureusement qu'on veut le modifier. Mais je sais que dans le privé, ce n'est pas facile. J'espère que mon ami Paré ne va pas se plaindre. Mais je sais que dans le privé, souvent même pour avoir le salaire du mois, c'est la bataille. Il n'y a pas de date fixe comme ça. Non, je le dis parce que mon épouse est dedans. Et souvent, le 10 même, elle tourne les pouces. Mais ce sont des grandes structures. Hein. Donc, c'est vous dire que c'est quelque chose de grand. Et la difficulté du fonctionnaire est venue du fait qu'on lui a mis dans la tête qu'il était un travailleur du public. Donc, du coup, rapidement, il s'est comparé à d'autres gens qui sont dans le privé, dans un certain standing. Et en voulant se comparer à eux, il a voulu avoir le même train de vie. Donc, le fonctionnaire n'est pas un travailleur du public. Non, le fonctionnaire est un serviteur du peuple. C'est ça qu'il faut retenir. Waouh. Dans cette exigence, ou du moins cette volonté d'avoir une administration telle que vous l'avez donc dépeinte, est-ce qu'il faut s'entendre avec cette nouvelle dynamique-là que la question de la remise à plat donc, des traitements au niveau donc, de l'administration publique puisse trouver aujourd'hui, enfin, peut-être un dénouement. Parce que, apparemment, c'est une question cruciale de tous les temps. Absolument. Et moi, je suis particulièrement pour ça, parce que j'ai toujours pensé, en tout cas, c'est mon plus grand rêve, une fonction publique avec un seul statut. Okay. Un statut unique pour tous les fonctionnaires. Ça veut dire la même grille de traitement, où les catégories sont connues. Voilà, c'est-à-dire A, B, C, D, en tout cas, jusqu'à, il y a même P maintenant. Donc, c'est P, A, B, C en descendant. Que chacun qui se retrouve dans cette catégorie, l'indice de traitement qui lui est attribué soit le même, sans qu'il n'y ait de changement. Et quand je le dis, j'insiste, c'est la fonction publique exécutive. Là, on est dans l'exécutif. Okay. Tous ceux qui sont recrutés par le ministère de la fonction publique, le ministère des serviteurs du peuple. Voilà, que tout le monde soit régi par un seul statut. Donc, souvent, je vais même plus loin avec ma philosophie et dire un seul syndicat aussi. Parce que dès lors où l'intérêt général est indivisible, là, vous défendez l'intérêt général, vous devez avoir besoin d'un seul syndicat aussi. Et pour la remise à plat, ça ne devrait même plus souffrir. Parce que pour moi, ce n'est même plus une question de on doit le faire ou on ne doit pas le faire, ça s'impose. Parce qu'il n'y a pas de super serviteur du peuple. Exactement. Un serviteur du peuple est un serviteur du peuple. Ça doit se faire. Bon, bien sûr, au niveau des indemnités, les choses vont toujours varier, parce qu'il n'y a pas une égalité parfaite dans le traitement. Au niveau des indemnités, les choses vont varier. Parce que moi, je suis enseignant à l'université, j'ai des astreintes qui ne sont pas forcément celles, par exemple, d'un médecin. Le médecin, il fait la garde, moi, je ne fais pas la garde. Donc, si on lui donne une indemnité de garde, il ne faut pas que moi, je me plaigne de ça. Il faut qu'on quitte aussi cette mesquinerie. Parce que souvent, dans l'administration publique, les gens ont tendance à vouloir regarder les avantages des autres. Je dis non. Ce qui est bien avec la fonction publique, on y rentre librement. Et vous avez la latitude de vous préparer pour tel ou tel concours. Si vous choisissez tel concours, acceptez que ce sont les avantages de ce concours-là que vous avez. N'allez pas dire que les autres ont ça et nous, on n'a pas ça. Donc, c'est pour dire qu'en matière de traitement, j'insiste là-dessus, le traitement doit être sur la même, c'est-à-dire le même pour tous, avec la même grille indiciaire. Maintenant, pour les avantages liés à certaines activités, par exemple, un diplomate ne peut pas avoir seulement les mêmes indemnités qu'un enseignant. L'enseignant, par exemple, a une indemnité spécifique de l'enseignement que le diplomate n'a pas. Le diplomate aura une indemnité peut-être de représentativité. C'est une logique cartésienne, il n'y a même pas de problème. Donc, à ce niveau, je dis, à moins qu'on ne soit vraiment dans la mesquinerie, chacun sait que chaque corps a ses avantages et ses inconvénients. Donc, il faut qu'on aille sur ça. Mais au moins, sur le plan indiciaire du traitement, c'est le moment ou jamais de remettre tout à plat, comme vous le dites. Et ça va créer déjà
une dynamique de reconnaissance de l'égalité qu'il y a entre les agents publics, entre les serviteurs du peuple. Tout simplement. Et qu'on arrête de vouloir transformer des corps en plusieurs corps. Un corps est un corps. Si l'État sent la nécessité de créer un corps, il va le créer, mais il ne va pas transformer un corps en ce corps. Ça, c'est un danger pour nous parce que ça amène ce que j'appelle les intérêts, la défense des intérêts corporatistes. Or, vous êtes censés tous poursuivre l'intérêt général. Quand vous êtes dans la division pour avoir les intérêts corporatistes, ben forcément, c'est l'intérêt général qui va en pâtir. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité. J'espère que le gouvernement va s'en saisir. Nous sommes presque à la fin donc, de cet entretien. On dira que quelque part, il y a longtemps que vous avez cette perception donc, des choses, à tel enseigne que certains des internautes pensent que c'est vous qui avez conseillé le gouvernement dans ce sens. Oui. Avec cet acquis en griffe, quel devra, selon votre perception des choses, être les prochains chantiers du gouvernement dans cette idée donc, qui vient d'être lancée? Absolument. Bon, déjà, parce que j'ai l'impression qu'il y a un goût d'inachevé. Voilà, parce que quand on dit les serviteurs du peuple, des gens m'ont posé la question légitimement, où se retrouvent les travailleurs maintenant? Puisque le ministère s'appelait avant la fonction publique du travail et de la sécurité sociale, où se trouvent les travailleurs? Moi, je pense que, bon, sans être dans le secret des dieux, à la place du gouvernement, je songerais en tout cas à la mise en place d'un organe indépendant qui s'occuperait de la question des travailleurs. Un organe indépendant qui aura, si vous voulez, un rôle consultatif et un rôle, bien sûr, de contrôle, notamment dans lequel on va retrouver le patronat et les syndicats, pour créer ce qu'on appelle la dynamique de concertation pour gérer le monde de l'emploi, le monde du travail. Voilà, parce que, et bien sûr, j'ai oublié, les inspecteurs du travail que l'État forme, qui pourront occuper sainement cet organe dit indépendant. À mon sens, c'est comme ça va alléger le ministère des serviteurs du peuple d'une mission qui est avant tout une mission de concertation, de conciliation entre, d'une part, le patronat et de l'autre part, les syndicats des travailleurs. Voilà, pour moi, c'est ça. Et ça va permettre effectivement aussi de faire la part des choses entre les syndicats du public et les syndicats du privé. Voilà. C'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on ne poursuit pas les mêmes buts. Ce n'est pas les mêmes buts qu'on poursuit. Non, parce que plus il y a des syndicats même dans le public, plus ils sont faibles. Vous avez vu, il y a un seul ministère avec 4, 5, 6 syndicats, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, ça c'est déjà ce qu'il faut envisager pour faire. Voilà, en ce moment, on sait que cet organe indépendant, je n'ai pas une appellation précise pour lui, peut s'occuper justement des questions liées à la mise en œuvre du Code du travail, notamment aux revendications syndicales et aux droits des travailleurs. L'inspection du travail sera là pour vérifier justement la validité, la conformité des contrats de travail, par exemple, avec la législation du travail. C'est un rôle régalien de l'État. Et bien sûr, tout cela se fera dans le cadre de cet organe qui sera bien sûr rattaché, je dis bien rattaché, c'est-à-dire sous la tutelle du ministère des serviteurs du peuple. Parce qu'en fin de compte, même le travailleur, à un moment donné, fait partie du peuple. Et le ministère doit servir justement ce travailleur-là, doit le protéger contre, bien sûr, d'autres membres du peuple qu'on appelle patrons ou employeurs. Pour moi, c'est des choses qui sont faisables. Et c'est à ça, je pense. Mais bon, une fois de plus, ce n'est pas pour induire la décision du gouvernement, mais c'est quelque chose qui devrait permettre de faire passer un peu l'appellation serviteur du peuple, qui en réalité ne se consacre qu'aux fonctionnaires. Ne se consacre qu'aux fonctionnaires et surtout le fonctionnaire d'État. C'est ça qui compte. Sinon, les autres types de démarches, dans le même sens qu'on pourrait avoir, moi je le dis, et ça, je suis sûr que cette fois-ci, ce sont mes étudiants qui risquent de ne pas beaucoup aimer. Parce que j'ai toujours posé la question passée de l'égalité des chances d'accès aux phonères ou quoi. C'est bien que tout le monde puisse avoir de l'aide pour étudier. En tout cas, surtout ceux qui en ont besoin. Et j'ai toujours milité, ça aussi c'est un combat que je mène depuis longtemps, que l'aide ne soit pas donnée automatiquement, mais que l'aide soit donnée en fonction du besoin de l'étudiant et du besoin réel de l'étudiant. Un étudiant qui roule sur une moto de plus d'1 million n'a pas besoin de 175 000 francs de l'État et ont pitié les uns des autres. Tandis qu'il y a certains qui n'ont ni père ni mère
qui ont bataillé pour avoir le baccalauréat, ces gens ont plus besoin de ces 175 000. Et pour moi, je pense que ces gens doivent avoir 300, 400 même. Pour créer, c'est-à-dire l'égalité dont il est question doit se muer en équité. Parce qu'en fin de compte, c'est pour une meilleure société que nous voulons. Mais si quelqu'un, déjà en classe, il tient un téléphone portable de plus de 500 000, si l'État donne 175 000 à ce dernier, l'État ne lui rend pas service et l'État ne rend pas service non plus au peuple. Donc moi, je suis pour un système d'aide revu et adapté aux besoins réels de l'étudiant et bien sûr fondé sur le mérite. J'aime le dire, un étudiant qui passe d'une classe à une autre, c'est-à-dire d'une année à une autre, avec une moyenne supérieure, doit forcément voir son aide améliorée pour encourager l'excellence. Ceux qui ont des moyennes qui baissent, l'aide doit diminuer pour encourager l'excellence et non encourager la médiocrité. Que ceux qui ont l'aide de l'État et qui n'arrivent pas à atteindre un certain niveau, que l'État soit réaliste, ces personnes-là risquent d'être des poids pour toute la nation à un moment donné. Il faut les réorienter vers d'autres secteurs d'activité qui sont aussi, c'est-à-dire créatrices d'emplois, qui sont aussi créatrices de richesses. Et le peuple, la nation en a besoin. Aujourd'hui, vous allez voir des étudiants qui ont honte d'être plombiers. Pourquoi? La plomberie nourrit son homme. Qui ont honte d'être coiffeurs. Pourquoi? La coiffure nourrit son homme. Allez-y dans certains pays. Des coiffeurs ont des trains de vie de fonctionnaires, de grands cadres. Mais ici, on n'a pas cette humilité. Donc pour moi, c'est diversifier ça. J'aime bien les étudiants, j'aime bien les accompagner. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui sont pris au piège, par exemple, du FONER. Voilà. Parce que dépendant des 175 000, ils ne font plus tellement d'efforts ailleurs pour faire valoir, si vous voulez, un certain nombre de leurs qualités. C'est le problème. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut travailler à revoir parce que je suis à côté de ces gens depuis 18 ans et je vois beaucoup d'étudiants qui méritent plus que les 175 000. Et j'en vois aussi qui n'ont même pas besoin, qui n'en ont pas besoin, qui n'en ont pas besoin à vrai dire. Voilà, parce que vous regardez le train de vie, parce que bon, si moi mon enfant est à l'université et qu'on lui donne le FONER de 175 000, c'est que quelque part l'État a failli. Ça veut dire que moi, je ne suis pas capable de prendre en charge la scolarité de mon enfant. Très peu d'ailleurs, beaucoup d'ailleurs, c'est ce qui fait d'ailleurs que beaucoup qui partaient même s'inscrire dans le privé venaient prendre quand même le FONER. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il faut que dès la formation, nous enlevions cette mentalité de nécessité-là à nos jeunes. Parce qu'un étudiant qui a ce type de comportement, en fait, qui a ce type de traitement dans l'université, à l'université, ne vous étonnez pas, le jour quand il sera fonctionnaire, il va s'attendre à la même chose. Donc pour moi, il faut le faire. Il faut qu'on arrive à un point où ceux qui demandent l'aide sont vraiment des personnes qui en ont besoin. Et l'aide, vous ne devez pas demander l'aide de façon continue. Parce que généralement, quand on t'aide, c'est pour que tu t'en sortes. Ça doit être de façon voilà, au fur et à mesure, tu dois pouvoir être indépendant de l'aide. Tu dois pouvoir te détacher de l'aide. Donc moi, c'est à ça, je pense. Et c'est faisable, c'est quelque chose de faisable. Je pense qu'il y a eu des réformes il y a 2 ou 3 ans de cela sur le système FONER où on parlait de revenus des parents et autres. Non, non, pour moi, ça, ce n'est même pas très important parce qu'à cause de ça, nous autres, nous avons perdu la bourse quand on était élèves. Parce que le papa avait un salaire de 30 et quelques mille. On ne te donne pas la bourse parce qu'il y a l'enfant du paysan qui n'a aucun bulletin de salaire et on lui donne la bourse. Alors que le paysan vivait mieux que l'enfant du cuisinier que j'étais qui n'avait que 30 et quelques mille et 6 enfants. Mais j'étais meilleur en classe, je n'ai pas eu la bourse pour ça. Donc pour moi, le revenu n'est pas une donnée fiable. Non. Il y a le revenu, mais il y a les charges. Quelqu'un peut avoir un grand revenu et il a beaucoup de charges. Et quelqu'un a un revenu bas et il a moins de charges que celui qui a le gros revenu. Donc pour moi, ce n'est pas fiable. Il faut plus induire, c'est-à-dire, il faut que la décision de l'État soit indépendante de ce que l'usager, c'est-à-dire le bénéficiaire, décidera de faire. Voilà. L'État doit se dire, c'est quoi mon objectif en donnant l'aide? C'est pour créer l'excellence et non encourager la médiocrité. Donc, on fonde la décision sur ça. Que les étudiants qui veulent de l'aide et de la vraie aide, qu'ils se mettent à bosser. Alors, si tu passes avec 12 de moyenne, on augmente ton FONER, c'est-à-dire ton aide de 25%. Si tu as 14 de moyenne, on l'augmente de 50%. Si tu as 16, là, on te donne carrément une bourse. Et celui qui a 8, là, on diminue de 25%. Celui qui a moins de 8, on diminue de 50%. C'est-à-dire ça va être des réallocations. C'est ceux qui vont perdre là qu'on va prendre donner aux autres.
Ce n'est pas de l'argent créé. Et ça, vous gagnez dans le long terme parce que vous créez de l'excellence. Et vous allez tirer le meilleur des étudiants. Voilà. Et travailler, bien sûr, à éviter les retards en la matière, pour moi, c'est important. Et l'autre aspect, et ça, je pense que le ministre Bassolma l'avait tenté, je ne sais pas, mais pour le moment, ça n'a pas encore pris, c'est de faire en sorte que les élèves fonctionnaires qui sortent des écoles ne tardent pas à prendre service. Voilà, parce que là aussi, effectivement, il y avait un gros flottement. Ça fait jaser, beaucoup tournent les pouces. Voilà. Travailler à ce qu'à 3 mois de la sortie même, que les postes soient déjà prévus, que les documents nécessaires. Je pense qu'il faut qu'on anticipe. En temps normal, un technicien ne peut pas avoir le même problème sur une période de 3 ans. C'est-à-dire, la première année, si vous avez le problème, il faut que dans les 3 ans, vous résolvez le problème. C'est-à-dire, vous anticipez sur la recherche de la solution. Or, ça, c'est quelque chose qui traîne depuis des dizaines d'années. Je crois qu'il faut qu'on soit dans une... C'est-à-dire, s'il faut bouleverser les choses, il faut bouleverser. L'inversion des paradigmes, là, ça ne commence pas par nous. C'est des choses qu'il faut faire. C'est-à-dire que forcément, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il faut l'enlever, cette chose-là. Et puis, bon, certainement, les choses vont s'améliorer, quoi. Voilà, donc je préfère m'arrêter là en termes de propositions. Exactement. D'ailleurs, vous citez bien, comme on le dit dans notre jargon, parce que votre dernière analyse en ce qui concerne l'allocation du fonds nous inspire en tout cas une autre interview avec vous. D'accord. À savoir qu'effectivement, l'aide doit être ponctuelle et non donc un principe. Et malheureusement, ce que nous constatons dans notre vie de tous les jours avec les ONG qui financent des projets, on finit le projet. Les responsables demandent encore de l'aide. Et ce, depuis 60 ans maintenant. C'est une mentalité à abandonner. Il faut abandonner cette mentalité. Parce qu'au finish, les bailleurs de fonds vous exploitent sur ça. Comme ils connaissent votre mentalité, ils ne vont jamais vous prendre au sérieux. C'est pourquoi souvent vous voyez des financements qui sont tellement insultants. Vous demandez, mais pourquoi c'est à nous? Mais c'est parce que nous, notre comportement l'a induit. En Asie, vous ne verrez pas ça. Il y a des aides qui sont refusées. Je pense que le gouvernement a fait sortir une note dans ce sens. Ce n'est pas toutes les aides qu'il faut accepter. Mais c'est à travers notre comportement déjà qu'il faut qu'on change. Et quand je dis notre comportement, c'est un comportement qui doit surtout être véhiculé par le fonctionnaire, par le serviteur du peuple. Là, je fais une parenthèse, peut-être que c'est pour taquiner encore certaines autorités ou bien certains hauts responsables. Souvent, vous les voyez à des hauts postes, mais quand il s'agit, par exemple, après les pauses café, les pauses déjeuner, de s'alimenter, ils font la queue comme tout le monde pour aller prendre le plat. Un plat souvent qui est évalué à moins de 3 000, 4 000 francs. Pourquoi le faire? Moi, j'ai pris, en tout cas, sur moi, cette décision. Quand c'est comme ça, quand c'est une affaire de faire la queue pour manger, soit je suis le premier, soit je ne prendrai plus, quoi. Je préfère aller payer pour manger. Voilà, parce que souvent, c'est une mentalité. C'est pas que la personne est peut-être là, elle a peut-être 300 000, 400 000 même en poche, mais elle va aller prendre le plat avant même son chauffeur qui l'a conduit. Or, le chauffeur a plus besoin de ce plat. C'est celui qui va nous conduire, répartir. Il a plus besoin de ce plat. Et lui n'a pas les moyens aussi. Les moyens forcément pour se permettre ce plat, parce que ce n'est pas ce qu'il mange à la maison. Nous, ce que nous mangeons souvent dans les pauses café et autres, souvent ça ne vaut pas mieux que ce que nous avons à la maison. Mais nous mangeons quand même. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'est gratuit. Et si on disait de payer, les gens vont dire non, je ne vais pas manger ça, je vais aller manger ailleurs. La notion de gratuité là façonne souvent l'esprit des gens. Je ne dis pas que ce n'est pas bien une fois de plus, mais on doit arriver à un stade où, même quand quelque chose est gratuit, que je puisse dire non, je n'en veux pas aujourd'hui. Une fois en passant, on ne dit pas non, mais tout le temps là, je trouve que ce n'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On envoie des dates, on dit c'est pour donner aux plus démunis, des carcasses données aux plus démunis, mais souvent... Ouais, c'est les privilégiés même qui... Ça, c'est vous qui le dites. Ah oui, ça, je peux le confirmer. Vous pouvez le confirmer? Parce que nous avons effectivement reçu des plaintes de chauffeurs qui ont été, en griffe, lésés même par... Oui, parce que ça devient révoltant. Ce qui fait que, quand c'est comme ça, en fait, parce que là où je dis que ça force le jeu de leadership dont toute autorité doit avoir, c'est quoi? Celui qui est là, qui est plus bas qui est au plus bas niveau que vous, il vous observe, il ne veut que prendre votre place pour faire la même chose.
C'est ce qui crée le cycle, en fait. Les gens, souvent, vous entendez les gens dire que maintenant, c'est notre tour. Tout à fait. Ça veut dire quoi? Servir le pays, là, est-ce que quelqu'un doit se bousculer pour dire c'est notre tour de servir? Non, là, c'est parce qu'ils partent pour se servir dans le sens maintenant d'un restaurant, là. C'est là que les gens disent c'est notre tour. Normalement, on ne doit pas avoir de tour. Donc, dans votre logique, effectivement, quand on vous nomme, on ne doit pas avoir de la bamboula. Moi, je suis de ceux qui disent même qu'il faut arrêter même d'afficher les nominations. C'est-à-dire, à moins que ce soit les nominations politiques, là, il ne faut même plus la peine de publier ça sur les conseils des ministres. Il y a des gens aujourd'hui, croyez-moi, votre presse doit en souffrir. Quand on dit compte rendu de conseil des ministres, quand ils ouvrent, c'est pour aller regarder les nominations. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire, ça crée une mentalité. Pour moi, nomination, on ne met plus ça à la télé, à la radio. Si tu es nommé là, c'est toi et puis ton épouse ou ton mari et tes enfants, vous êtes au courant. Et les plus intimes, quoi. C'est que si tu vas travailler. Le décret sera publié au niveau du conseil. C'est-à-dire, il suffit seulement de dire, à la fin du conseil des ministres, voilà, le gouvernement a nommé des postes à des postes, voilà, et le décret sera disponible. Celui qui veut savoir qui a été nommé, qu'il parte regarder. De toute façon, il y a un contrôle administratif qui est fait avant la nomination de la personne. Et dans les administrations, tout le monde sait qui a été nommé. Mais quand on le fait populairement comme ça, souvent ça met mal à l'aise même la personne. Alors, vous êtes nommé tantôt, on dit « Ah, j'espère que tu vas déménager bientôt, hein, comme tu viens d'être nommé. » Ça veut dire quoi, tu dois déménager même? Qu'est-ce qui a changé dans la vie pour que je déménage bientôt? Parce qu'on induit c'est comme si on lui dit qu'il vient d'avoir une promotion pécuniaire ou financière. Non, c'est une responsabilité qui augmente. Au contraire, vous devez prier pour la personne en ce moment. Mais nous sommes dans ce pays où la mentalité, c'est pourquoi j'ai dit l'appellation serviteur du pays, du peuple du moins, on peut aller au pays aussi, serviteur du peuple, pour moi c'est la bienvenue, parce que c'est le début de la prise de conscience, en tout cas par beaucoup de fonctionnaires, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent vraiment. Voilà. Et j'ai dit une fois de plus, serviteur, ça ne veut pas dire serveur. Voilà, c'est des notions différentes. Voilà, le serviteur, c'est une notion noble. Voilà, c'est une notion tellement noble. Et ce n'est pas non plus esclave, parce qu'un esclave ne dépose pas sa candidature pour l'être. Les gens se sont bousculés pour aller dans la fonction publique parce qu'ils veulent être serviteurs et c'est à leur honneur. Donc ceux qui disent que c'est esclave, là, non, ils ont mal compris. Si vous vous sentez esclave, émancipez-vous, démissionnez. Voilà, il ne faut pas que nous pleurions, c'est-à-dire vous n'allez pas vous apitoyer sur votre sort. Il faut vous libérer, c'est ce que Sankara disait. Mais ici, nous sommes des serviteurs. Et croyez-moi, moi, je suis fier d'être serviteur de l'État, serviteur du peuple. Voilà. Et le jour où je dirais que j'ai joué ma partition, que j'ai fini, ben, je vais demander au peuple de me laisser aller me reposer. Et c'est ça qu'on appelle la retraite. Et vous avez une belle indemnité de départ à la retraite qui vous attend si vous êtes fonctionnaire. Waouh, formidable. Ça, on en a beaucoup appris. Et je pense que nous avons largement, en tout cas, débordé le temps qu'on avait prévu, initialement prévu. Tellement c'était intéressant. Et je crois que nous allons vous revenir sur beaucoup d'aspects spécifiques. D'accord. Parce que quoi qu'on dit, cela contribue donc à l'éveil des consciences Absolument. Et à donner des rudiments aux gens pour pouvoir donc aller vers ce peuple, ces travailleurs, ces fonctionnaires dont le peuple a tant besoin pour le besoin, comme vous l'avez dit, de tout le monde. Exactement. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour tous ces éclairages, pour ces pistes que vous avez données. Merci. J'espère que ça va servir tant aux fonctionnaires, aux travailleurs, aux citoyens, qu'aux gouvernants également, qui ont besoin aussi de ces regards-là, objectifs à distance. Merci. À vous vraiment de conclure si vous avez... oui, mais la seule chose que j'ai à dire et à ajouter, c'est d'abord remercier le Faso.net de m'avoir donné, si vous voulez, cette opportunité, cette occasion de m'exprimer. Ce n'est pas facile ces derniers temps, voilà, d'aborder des questions de portée nationale. Mais bon, comme nous ne faisons qu'apporter notre point de vue sur le plan technique, nous espérons vivement que les gens comprendront. Forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde, notamment à mes étudiants et certains fonctionnaires, mais qu'ils prennent le temps d'analyser et de voir ce qui se passe ailleurs. J'aime le dire, si vous voulez savoir que ce qu'on vous dit n'est pas forcément mauvais, regardez ailleurs comment les choses se passent. Surtout là où vous désirez, là où vous voulez ressembler, regardez comment les choses se passent là-bas. Je connais des universités, par exemple, où les gens se cachent pour aller déposer l'aide parce que c'est déshonoré que de demander de l'aide. D'ailleurs, dans notre tradition, c'est comme ça. Exactement. Quand vous demandez de l'aide, on dit, mais toi, comment tu fais? Mais pourquoi au niveau institutionnel, ça devient quasiment comme un droit?
Donc, c'est vraiment dire non, ne prenez pas toujours les choses au premier degré, mais il faut prendre le temps d'analyser. Tout ce que nous disons, c'est pour la nation. Et la nation, c'est surtout dans la durabilité. Ce n'est pas à l'instant T. Pensons à nos enfants, à nos petits-enfants, à tous ceux qui vont venir. Qu'est-ce que nous allons leur léguer comme valeur? Et c'est pour moi le plus important. Merci beaucoup. Ok, vraiment, merci beaucoup, consultant. Et vraiment, que Dieu continue de vous inspirer. Amen. Hein?